Lorsque le vieux berger allemand de l'ancien soldat Mason Walker s'effondra dans la poussière, personne à Oak Ridge n'imaginait que ce moment allait bouleverser toute une ville. Car derrière ce chien, il n'y avait pas qu'une histoire de loyauté, mais un secret capable de réveiller des blessures que beaucoup auraient préféré oublier. Ce qu'ils allaient découvrir après sa mort allait mettre à nu les vérités enfouies, déchirer une famille puissante et redonner espoir à ceux qui avaient tout perdu. Et si un seul chien pouvait vraiment guérir les âmes d'une communauté entière, restez bien jusqu'à la fin car ce que Maverick a laissé derrière lui va vous briser le cœur avant de le recoller. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Ils avaient jeté du Coca-Cola sur le chien pour s'amuser, ricanant pendant que le berger allemand restait parfaitement immobile, le liquide sombre dégoulinant de son pelage sur le trottoir brûlant de l'Arizona. Les trois jeunes hommes continuant de filmer, leur rire résonnant encore, même quand une fillette de 10 ans surgit en courant et se plaça entre eux et l'animal. « Laissez Maverick tranquille !» cria-t-elle, la voix brisée par la peur et la colère. C'était Harper Dawson, le chef du petit groupe de Chase Anderson, fils du président du conseil municipal, esquissa un sourire moqueur. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, gamine ?» Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui venait d'apparaître derrière eux, pas avant que son ombre ne s'allonge sur le trottoir. Mason Walker n'eut pas besoin d'élever la voix, il n'en avait jamais besoin. 20 années passées comme soldat d'élite dans les forces spéciales lui avaient appris qu'un vrai pouvoir ne s'annonce jamais. « Messieurs, dit-il calmement, je crois que vous connaissez mon chien. » Le silence tomba aussitôt. Plus un rire, plus un mot. Ils n'avaient pas encore compris ce qu'ils venèrent de faire, ni à qui ils venèrent de s'en prendre. Mason Walker n'avait pas toujours été l'homme taciturne installé au bord de la petite ville d'Oak Ridge, Arizona. Autrefois, il commandait des unités spéciales dans des régions que la plupart des Américains n'auraient même pas su placer sur une carte. À 38 ans, son corps portait plus de cicatrices que beaucoup d'hommes n'en auraient dans toute une vie. Mais les pires n'étaient pas visibles. Après 20 ans de mission en Afghanistan et en Irak, son esprit était devenu un champ de bataille qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Oak Ridge n'était pas sa ville natale, mais ses rues poussiéreuses et ses montagnes lointaines lui offraient ce dont il avait le plus besoin, l'anonymat. Dans une modeste maison de ranch au bout de Sycamore Lane, il vivait avec les deux êtres les plus précieux à ses yeux, sa fille Harper et son berger allemand, Maverick. Ce chien n'était pas un animal ordinaire. Son ancienne désignation militaire était K9M7. 2 médailles pour bravoure, des missions classifiées dont Mason ne pouvait parler à personne. À 7 ans, son museau commençait à grisonner, et sous son épais pelage noir et fauve se cachèrent puis de fines cicatrices, souvenirs de guerre qu'aucun chien n'aurait dû connaître. Mais ce qui rendait Maverick vraiment exceptionnel, ce n'était pas son entraînement au combat, c'était sa capacité à percevoir les tempêtes invisibles dans l'esprit de Mason. Bien avant que l'ancien soldat ne sente la panique monter ou n'entende les échos lointains des explosions, Maverick savait. Ce chien l'avait sauvé non seulement sur les champs de bataille, mais aussi ici, chez lui, de lui-même. 3 fois, pour être exact. Harper, 10 ans, cheveux roux et yeux d'un vert trop grave pour son âge, était arrivé dans la vie de Mason après un long labyrinthe de douleurs. La plupart des habitants pensaient qu'elle était adoptée, une enfant placée dont il s'était occupé par bonté. Mais la vérité était bien plus complexe. Harper était sa fille de biologique, perdue dans le système après la mort de sa mère lors d'une attaque terroriste. Une mission à laquelle Mason avait lui-même été déployé ce jour-là. Il avait mis des années à la retrouver. Des années pendant lesquelles la petite avait connu 3 foyers abusifs. Quand enfin ils s'étaient retrouvés, Harper n'avait plus prononcé un mot pendant presque 12 mois. Seul Maverick avait réussi à la faire parler. De l'autre côté de la ville vivait Chase Anderson, 22 ans, fils de Richard Anderson, président du conseil municipal. L'homme rêvait de transformer Oak Ridge en une destination touristique pleine de complexes de luxe. Et la propriété des Walker, avec sa source naturelle et son accès direct à une zone protégée, représentait le dernier morceau indispensable à son projet. Chase avait hérité de l'ambition de son père, mais pas de sa retenue.
Peu de gens savaient que sa mère s'était suicidée après des années d'humiliation silencieuse, laissant derrière elle des journaux intimes que Chase n'avait jamais ouverts et un legs généreux à un centre local de sauvetage animalier qu'il n'avait jamais visité. Entre ces vies si différentes se trouvait Eleanor Whitman, 85 ans, dont le jardin longeait la propriété de Mason. Peu de gens se souvenaient qu'elle avait été chirurgienne militaire et qu'elle avait un jour sauvé la vie d'un jeune soldat grièvement blessé à Bagdad. Chaque jour d'école, à 15h45 précise, Maverick avait un rituel. Mason ouvrait la porte du jardin et le berger allemand descendait seul la ruelle de Sycamore jusqu'au coin d'Oak Street, là où sortait le programme artistique de Harper. C'était une fierté silencieuse pour Mason. Sa ville était assez sûre pour permettre ça, et son chien assez discipliné pour accomplir la mission sans jamais faillir. Ce mercredi-là, en plein mois de juin, la chaleur d'Arizona était insupportable. L'air tremblait au-dessus du bitume. Maverick, comme toujours, s'était installé sous le grand chêne à l'ombre incomplète, fixant la porte de l'école d'un regard attentif. À quelques mètres de là, devant la supérette Millers, Chase Anderson et 3 amis s'ennuyaient, adossés à leur pick-up, canettes glacées à la main. Chase, lunettes de soleil sur le front et coiffure parfaite, fut le premier à remarquer le chien. « Regardez-moi ça !» dit-il d'un ton suffisant. Le clébard du militaire. Ryan, son plus vieil ami, suivit du regard. « C'est le chien de Walker, non ? Mon père dit qu'il était un héros de guerre. » Chase ricana. « Héros de guerre, tu parles ? C'est juste un taré parano maintenant. » Il prit une longue gorgée de coca, la glace tintant contre le verre. Mon père lui a proposé 3 fois la valeur du terrain et ce cinglé n'a même pas voulu le rencontrer. L'humiliation lui brûlait encore. 3 semaines plus tôt, Chase avait accompagné son père jusqu'à la clôture de la propriété Walker. Mason était sorti de son atelier, les mains couvertes de cambouis, et avait écouté sans un mot le grand discours de Richard Anderson sur l'avenir d'Oak Ridge. Quand il eut fini, Mason avait simplement répondu « pas intéressé ». Puis il était reparti à l'intérieur, sans un mot de plus. « Mon père dit qu'il a sûrement un syndrome post-traumatique », lança Liam, un autre du groupe. « C'est pour ça qu'il parle qu'à son gosse et à son chien. » Chase fixa Maverick, assis parfaitement droit sous son arbre. Cette attitude calme, cette discipline froide, cette certitude tranquille, tout chez ce chien lui donnait envie de le provoquer. Il s'approcha, bouteille à la main, traversant la rue sous les regards incertains de ses amis. « Salut, le toutou soldat !» lança-t-il d'un ton moqueur. Maverick redressa à peine les oreilles, l'évaluant sans crainte. Il avait connu bien pire. « Ton maître pense qu'il vaut mieux que tout le monde, qu'il est trop important pour aider cette ville à grandir ?» Le chien resta impassible. Cette indifférence fit bouillonner Chase. Sans réfléchir, il inclina la bouteille et versa lentement le liquide sur la tête du berger. Le coca s'écoula le long du pelage, collant, sucrant, dégoulinant sur le trottoir brûlant. « Pas si spécial maintenant, lâcha Chase, hilar. Ses amis éclatèrent de rire, Ryan filmant déjà la scène avec son téléphone. Mais Maverick ne bougea pas, ne grogna pas, ne montra pas les dents. Il resta droit, stoïque, fixant Chase de ce regard calme et presque humain. Et c'est ce calme qui rendit la scène insupportable à regarder. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria une voix aiguë. Harper arrivait en courant, son carnet de dessin serré contre elle. Elle se plaça devant Maverick, les bras écartés. « Dégagez !» cria-t-elle, tremblante de rage. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Chase resta un instant déstabilisé. Puis il esquissa un sourire méprisant. « Détends-toi, gamine, je lui donne juste un bain. » Harper sortit son téléphone, celui que Mason lui avait offert pour les urgences, et commença à filmer. « Je documente tout, » dit-elle d'une voix tremblante mais assurée. « C'est un chien d'assistance. Ce que tu fais est un crime fédéral. » Le sourire de Chase se figea. « File-moi ce téléphone, morveuse. » Il tendit la main, mais Maverick fit un pas en avant, plaçant doucement son corps entre Harper et l'agresseur. « Tu ne veux pas faire ça ?» dit alors une voix calme derrière eux. Mason Walker venait d'arriver. Il s'était approché sans un bruit, comme un fantôme. Sa présence seule fit reculer l'un des garçons. Il n'était pas particulièrement grand, ni massif, mais quelque chose dans sa posture, dans la précision de ses gestes, inspirait une crainte instinctive. « Papa !» cria Harper, soulagé. Mason ne détourna pas les yeux de Chase. « Ramène Maverick à la maison, ma chérie. Utilise le tuyau du jardin pour le rincer avant que le sucre ne sèche sur sa fourrure. » Sa voix était calme, posée, mais chaque syllabe vibrait d'une autorité glaciale. Les 3 jeunes hommes échangèrent un regard incertain. Même Ryan avait rangé son téléphone. «
C'était juste une blague, monsieur Walker, balbutia Chase, cherchant à reprendre contenance. Mason répéta son nom, lentement, comme s'il confirmait un détail dans un rapport. Chase Anderson, le fils de Richard Anderson, déjà 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse, aucune condamnation, travaille pour la société de son père, sans diplôme ni compétences particulières. C'est bien toi? La couleur quitta le visage de Chase. Comment vous savez tout ça? Dans mon ancien métier, connaître son ennemi, c'était une question de survie, répondit Mason simplement. Et j'ai gardé quelques réflexes. Depuis son Porsche, Madame Whitman observait la scène immobile, une main sur sa canne, trop loin pour entendre les mots, mais assez près pour sentir la tension dans l'air, la même tension qu'elle avait connue sur les champs de bataille 40 ans plus tôt. « Écoutez, tenta Chase, haussant la voix pour masquer sa peur. C'était pour rire, d'accord? Votre clébard va bien. » Mason s'avança d'un pas menaçant, mais calculé, chaque geste précis, maîtrisé. « Ce chien, dit-il d'une voix basse, a 2 médailles pour bravoure. Il a sauvé plus de vies que tu n'en rencontreras jamais. 3 missions d'extraction, 14 opérations sous le feu ennemi. Et il n'a jamais attaqué quelqu'un qui ne représentait pas une menace directe. Ce chien connaît la discipline, la retenue et la loyauté. 3 choses que toi, manifestement, tu ignores. » Chase recula d'un pas. « Vous me menacez ?» Mason seconde la tête. « Non, je te donne un choix. » Il sortit son téléphone de sa poche et afficha l'écran. Harper lui avait déjà envoyé la vidéo. Option 1, je dépose plainte pour cruauté envers un animal d'assistance militaire. Tes petits privilèges de fils à papa ne te sauveront pas. Ton visage fera le tour des journaux, des réseaux sociaux, accompagné des images d'un soldat décoré couvert de soda pendant que tu ris. Chase déglutit difficilement. Et l'autre option? Mason rangea son téléphone. Tu passes 20 heures par mois, pendant 6 mois, à faire du bénévolat au refuge animalier d'Oak Ridge. Tu y apprendras à nettoyer des cages, à nourrir des bêtes blessées et à comprendre ce que veut dire prendre soin d'un être vivant. Peut-être que tu comprendras enfin ce qu'est la compassion. Chase éclata d'un rire nerveux. Vous plaisantez? Jamais, répondit Mason d'un ton sec. Tu choisis maintenant? Un silence pesant s'installa. On entendait juste le bourdonnement d'un climatiseur au loin et le vent chaud qui faisait frissonner les feuilles du grand chêne. Enfin Chase lâcha. « Très bien, j'irai à votre fichu refuge. » Mason hocha la tête. « Demain matin, 9 heures, tu demanderas Dr Langlais. Tu lui diras que je t'envoie. » Puis il tourna le dos et partit vers Harper et Maverick, laissant derrière lui un Chase tremblant de rage et de honte. « Typique !» lança Chase d'une voix qui se voulait moqueuse, mais trahissait encore la peur. Le héros de guerre qui joue les durs avec des gamins, pas étonnant que tu vives seul avec ton chien. Mason s'arrêta net. Pendant une fraction de seconde, son regard perdit toute chaleur. Un éclat dangereux passa dans ses yeux, celui d'un homme qui avait déjà vu mourir trop de gens pour tolérer la provocation. Chase sentit son sang se glacer. C'est à ce moment-là qu'Eleanor Whitman s'avança, traversant lentement la rue. Mason, appela-t-elle d'une voix ferme. « J'ai encore égaré mes sécateurs. Maverick pourrait peut-être m'aider à les retrouver ?» Mason se tourna vers elle, inspira profondément, puis hocha la tête. « Bien sûr, Eleanor. » Elle jeta un dernier regard à Chase. « Jeune homme, dit-elle calmement, dans ma longue vie, j'ai appris une chose. On ne juge pas un homme à la façon dont il traite ses supérieurs, mais à la façon dont il traite ceux qu'il croit plus faibles. Aujourd'hui, vous avez beaucoup révélé de vous-même. » Chase resta figé, incapable de répondre. Ses amis, déjà repartis vers le pick-up, l'attendaient sans un mot. Il les rejoignit, conscient que quelque chose venait de se briser dans la petite bulle de pouvoir qu'il pensait contrôler. Le lendemain, à 9 heures précises, Chase se présenta au refuge animalier Second Chance. Il s'attendait à une bâtisse décrépite, à l'odeur de paille humide et de désinfectants bon marché. À la place, il découvrit une grande maison rénovée entourée de jardins et d'enclos impeccables. Une enseigne en bois sculptée annonçait « Second Chance, centre de sauvetage et de réhabilitation animale ». À l'intérieur, l'air sentait la lavande et la propreté. Les murs étaient tapissés de photos d'animaux adoptés et de leur nouvelle famille. Une plaque en bronze attira son attention. En mémoire de Catherine Anderson, fondatrice et amie des animaux. En dessous, une photo montrait une femme souriante, un chien blotti dans ses bras. Sa mère. Il resta figé, incapable de détourner les yeux. « Vous devez être Chase », dit une voix derrière lui. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris attachés en chignon, un dossier sous le bras, le fixait avec une curiosité neutre. « Je suis Dr Langlais, la directrice. Monsieur Walker m'a prévenu de votre arrivée. » Chase hocha la tête, encore troublé. «
Cette femme sur la plaque, Catherine Anderson, c'était ma mère ?» Docteur Langlais inclina la tête. « Oui, c'était une femme remarquable. Elle a fondé ce lieu il y a 20 ans. Elle serait heureuse de vous voir ici aujourd'hui. » Le coup frappa Chase comme une lame invisible. Son père n'avait jamais parlé de ce refuge, jamais mentionné le rôle de sa mère. Il l'avait toujours décrite comme une rêveuse naïve, incapable de gérer une fortune, une femme faible. Mais ici, tout racontait une autre histoire, celle d'une visionnaire, d'une femme forte et aimée. « Je ne savais pas », murmura-t-il. « Clairement », répondit Dr Langlais sèchement. « Allez, suivez-moi. On va commencer par les bases. » Sa première journée fut un enfer. Nettoyer des cages, vider des seaux, récurer les sols, tout ça sous la chaleur écrasante et la surveillance constante de la directrice. Son t-shirt de marque finit couvert de boue et de poils, ses mains pleines d'ampoules. Mais aucun traitement de faveur. À la fin de la journée, épuisé, il crut pouvoir partir. C'est alors que Dr Langlais apparut avec une laisse à la main. « Pas encore, il reste un bain à donner. » Elle le conduisit dans une petite pièce carrelée, où tremblait une chienne famélique, pelage terne, côte visible. On l'a trouvée attachée à un arbre en dehors de la ville, expliqua-t-elle. Elle a peur des hommes, ce sera difficile. Chase s'approcha doucement. La chienne recula aussitôt, urine au sol, le regard paniqué. « Parlez-lui », conseilla Dr Langlais. « Dites-lui qu'elle n'a rien à craindre. » Chase tenta, maladroitement. Sa voix résonnait trop fort dans la pièce silencieuse. La chienne tremblait encore plus. Après une demi-heure d'efforts vains, il abandonna. « Elle me déteste », lâcha-t-il, découragé. « Non », répondit la directrice. « Elle a peur parce que le dernier homme qu'elle a connu l'a battue. Ça te rappelle quelque chose ?» Il se redressa brusquement. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Dr Langlais le fixa avec une intensité déconcertante. « Ta mère aussi avait peur au début. Quand elle est venue ici, elle fuyait quelqu'un. Elle a trouvé un sens à sa vie en aidant ceux qu'on avait brisés. Peut-être que toi aussi, tu pourrais trouver le tien. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et vrais. Cette nuit-là, rentré chez lui, Chase n'arriva pas à dormir. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas passé sa vie entière à servir les mauvaises causes. Les jours suivants, la routine reprit, du moins en apparence. Mais quelque chose avait changé. Harper dessinait de plus en plus, remplissant les murs de sa chambre d'illustrations précises et étrangement émouvantes. Pas des dessins d'enfants classiquement avec des arcs-en-ciel et des chevaux, non. Ses œuvres étaient de vue, du point de vue d'un chien. Des silhouettes humaines depuis le sol, des mains qui offraient des friandises, des scènes observées à travers des yeux attentifs et loyaux. C'est ce que voit Maverick, expliqua-t-elle un soir à Madame Whitman, venue lui rendre visite. J'essaye de dessiner comme lui. Eleanor, fascinée, observa un dessin particulier. Un visage d'homme, celui de Mason, déformé par la douleur ou la peur, vu depuis le sol. Celui-là, il est différent. Harper baissa les yeux. C'est papa, pendant une de ses crises. Maverick laissant venir avant lui. Ces crises étaient de plus en plus fréquentes. Mason appelait ça les retours du désert. Les cauchemars, les flashbacks, les silences glacés où il revivait les pires moments de ses déploiements. Mais Maverick savait toujours quoi faire. Il s'approchait, appuyait son poids contre ses jambes, posait sa tête sur sa main tremblante jusqu'à ce que le monde redevienne réel. C'était leur rituel, leur ancre. Mais depuis quelques semaines, Maverick semblait plus fatigué. Il toussait parfois, peinait à se lever et marchait un peu moins vite lors du trajet vers l'école. Mason, habitué à tout observer, à tout anticiper, fit semblant de ne pas voir. Jusqu'au jour où Dr Patterson, la vétérinaire, confirma ce qu'il redoutait déjà. Assis face à elle, il gardait les bras croisés, immobile, tandis qu'elle lisait les radios. « Le cancer est avancé, Mason, dit-elle doucement. Il s'est propagé aux poumons et aux os. Avec des soins palliatifs, il pourrait avoir encore 3 ou 4 mois, peut-être moins. » Mason resta de marbre. C'était son réflexe de soldat. Mais ses doigts blanchirent sur l'accoudoir. « Il souffre ?» demanda-t-il. « Pas encore beaucoup, répondit-elle, mais la fatigue augmentera. Le plus important, c'est qu'il soit entouré, qu'il reste dans un environnement qu'il aime. » Maverick, couché au sol, levait les yeux vers lui, comme s'il comprenait. « Harper est au courant ?» demanda la vétérinaire. Mason secoua la tête. « Pas encore. Je ne sais pas comment lui dire. Après tout ce qu'elle a déjà traversé ?» Il s'interrompit. Les mots restèrent d'eau coincés dans sa gorge. Pour Mason, Maverick n'était pas qu'un chien. C'était un compagnon d'armes, un thérapeute silencieux, un pont entre lui et sa fille. Le perdre, c'était risquer de perdre à nouveau son équilibre. Pendant ce temps,
Chase poursuivait ses journées au refuge. Les premières semaines furent les plus dures, mais petit à petit, quelque chose changea. Une compassion qu'il n'avait jamais connue prenait racine. Un soir, Dr Langley le trouva endormi sur le sol d'un chenil, la main passée entre les barreaux, la chienne traumatisée blottie contre ses doigts. « Tu as le même don que ta mère », lui dit-elle doucement. Elle savait voir au-delà des blessures. Ces mots restèrent en lui. Il commença à passer du temps dans le bureau du refuge, à lire les anciens dossiers laissés par sa mère. Et c'est là qu'il découvrit un projet qu'il ignorait totalement. Un programme de thérapie pour anciens combattants souffrant de stress post-traumatique en partenariat avec des chiens de refuge spécialement entraînés. Le dossier était complet. Plan, financement, objectif. Tout était prêt jusqu'à ce que son père, après la mort de Catherine, redirige les fonds vers sa première opération immobilière. Cette découverte fissura encore un peu plus le vernis d'admiration qu'il portait à Richard Anderson. Il comprit, peut-être pour la première fois, que sa mère n'avait pas été naïve. Elle avait été courageuse. Le destin de Maverick et celui de Chase commençaient à s'entrelacer sans qu'aucun des deux hommes ne le sache encore. Quelques semaines plus tard, Harper revint de l'école le visage fermé. « Mon professeur d'art voulait te montrer mes dessins, papa », dit-elle d'une voix basse. Mason la suivit jusqu'à la table où l'attendait Madame Delaney, une jeune femme au regard inquiet. Elle étala les dessins sur la table, des paysages tourmentés, de l'eau, des ombres, un chien qui semble lutter pour ne pas couler. Dans le dernier, une main humaine tendue vers lui, mais trop courte. Ces images sont puissantes, Harper, dit doucement la professeure. Elles traduisent de beaucoup d'émotions. Elle se tourna vers Mason. Quelque chose s'est passé récemment? Mason regarda les dessins sans un mot. Il n'avait plus besoin de poser la question. Elle savait. D'un ton rauque, il répondit « Maverick est malade, un cancer ». Madame Delaney posa une main compatissante sur son bras. Elle le sentait déjà, je crois. Les enfants ont une intuition incroyable. Ce soir-là, Mason retrouva Harper assise sur le porche, le regard perdu vers l'horizon. Maverick, à ses pieds, respirait lentement, épuisé. « Maverick va mourir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans le regarder. Mason sentit sa gorge se serrer. Il s'assit près d'elle. « Oui, ma chérie, le docteur dit qu'il lui reste un peu de temps. » Harper hocha la tête, sans pleurer. « Je le savais, il vient me dire au revoir dans mes rêves. Il essaie de rester, mais il est fatigué. » Une larme glissa sur sa joue. « Papa, tu seras d'accord. Quand il partira ?» Mason prit une longue inspiration. « Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Mais il faut qu'on soit courageux tous les deux. » Harper se blottit contre lui. « Et toi, papa? Tu seras d'accord sans lui? Quand tu feras tes cauchemars ?» Mason resta silencieux. Aucune réponse ne venait. Au refuge, Chase continuait à changer. Il avait cessé de compter ses heures, restant tard le soir, aidant à soigner les nouveaux arrivants. La chienne peureuse venait désormais à lui d'elle-même. Un jour, Dr Langley le surprit en train de lui apprendre à donner la patte. Elle sourit. « Elle a confiance. Et toi aussi, tu changes. » Il haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est comme si, ici, je respirais différemment. Comme si je découvrais qui je suis sans mon père. » La directrice sourit tristement. « C'est ce qu'on appelle grandir, Chase. Il était temps. » Quand Mason amena Maverick au refuge pour une séance de traitement contre la douleur, leurs chemins se croisèrent. Chase se figea en voyant le chien qu'il avait humilié ce jour-là. Il semblait plus petit, plus fragile, mais son regard restait noble. Mason salua Chase d'un signe de tête. Pas de rancune, pas de chaleur non plus, juste une neutralité calculée. « Dr Langley m'a dit que tu t'étais présenté tous les jours », dit Mason d'un ton neutre. « C'est bien. » Chase hésita. « Je ne savais pas que ma mère avait fondé cet endroit. » « Vous la connaissiez ?» Mason le regarda surpris. « Catherine Anderson ? Oui. Je lui dois la vie. Elle était sur le terrain en Irak avec une ONG. On l'a extraite d'une zone de combat. Elle a refusé de partir tant que tous les enfants n'étaient pas en sécurité. Elle a sauvé des vies. » Chase sentit sa gorge se nouer. L'image que son père lui avait vendue s'effritait définitivement. « Elle vous connaissait donc vraiment ?» murmura-t-il. Mason acquiesça. « Et elle serait fière de ce que tu fais ici. » Ces mots résonnèrent dans la tête du jeune homme longtemps après le départ de Mason. Plus tard, en rangeant les affaires de sa mère au bureau du refuge, Chase trouva un tiroir verrouillé. Dr Langley, sans un mot, lui tendit une petite clé en laiton. « Elle m'avait demandé de te la donner un jour. » À l'intérieur, un journal et une enveloppe à son nom, scellée. Il la décacheta d'une main tremblante. Ce qu'il y lut bouleversa à jamais sa vision de sa famille et de son père. La chaleur de l'été céda brutalement la place à un ciel lourd et menaçant.
Les nuages s'amoncelaient au-dessus d'Oak Ridge, chargés d'électricité et de pluie. Mason, accoudé à la fenêtre de sa cuisine, observait la ligne d'horizon avalée par l'orage. Une inquiétude sourde se logea dans son ventre. Harper allait bientôt sortir de son cours d'art et Maverick, fidèle à son rituel, était déjà parti la chercher. « Pas aujourd'hui, vieux frère », murmura-t-il, enfilant sa veste. Il savait que Maverick détestait les orages, les explosions, les éclairs, le tonnerre. Tout cela réveillait des souvenirs de guerre, des souvenirs qu'aucun chien ne devrait porter. Le tonnerre grondait déjà lorsqu'il quitta la maison. À mi-chemin, son téléphone vibra. C'était Madame Delaney. « Monsieur Walker, nous gardons les enfants à l'intérieur à cause de la tempête. Harper est inquiète. Elle dit que Maverick est dehors. Voulez-vous que je la raccompagne ?»« Non », répondit Mason, accélérant le pas. « Je vais le trouver et je vous rejoins. » La pluie s'abattit en quelques secondes, violente, cinglante. Mason courait à présent, les éclairs illuminant par instants les rues désertes. Chaque claquement de tonnerre faisait écho dans sa poitrine. Il atteignit le coin d'Oak Street, mais l'arbre était vide. Maverick n'était pas là. Le cœur battant, il appela « Maverick !» Rien, juste le bruit du vent et des gouttes frappant le sol. Une vieille femme qui sortait précipitamment d'une supérette voisine désigna le parc d'un geste tremblant. « Votre chien, je crois l'avoir vu courir de ce côté quand le tonnerre a éclaté. Il avait l'air affolé. » Mason partit dans cette direction sans réfléchir. Le parc municipal s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons, bordés par un ravin abrupt menant à un petit cours d'eau, habituellement paisible, mais dangereux pendant les crues. Il cria encore « Rien !» Son téléphone sonna. Harper. « Papa, Maverick n'est pas là. Est-ce qu'il va bien ?»« Je vais le retrouver, ma chérie. Reste avec Madame Delaney. »« Il est effrayé, papa. Je le sens. Le tonnerre, pour lui, c'est comme les bombes. » Sa voix tremblait. Mason sentit son cœur se serrer. « Je sais, ma chérie. Il m'aidait à affronter les tempêtes. Maintenant, c'est à mon tour de le ramener. » Un éclair illumina soudain le ravin. Mason aperçut une silhouette sombre en contrebas, trempée, luttant contre la boue. « Maverick !» hurla-t-il, se précipitant. Le chien était là, agrippé à un pan de terre, les pattes arrière déjà glissant vers le torrent brun et furieux qui s'était formé en contrebas. Mason se laissa glisser dans la pente, agrippant racines et pierres, les bottes s'enfonçant dans la boue. « Tiens bon, vieux frère, je suis là !» Le regard de Maverick croisa le sien, celui d'un soldat vers son capitaine, plein de confiance malgré la panique. Mason tendit la main, l'attrapa par le collier. « Je te tiens !» cria-t-il. Mais une douleur fulgurante traversa son épaule gauche, la vieille blessure, celle de Kandahar. Son bras lâcha. Dans un cri, Maverick glissa, bascula et disparut dans la crue. « Non !» Mason se jeta sans réfléchir dans l'eau glaciale. Le courant le happa aussitôt, le tirant vers l'aval. La pluie martelait sa tête, l'aveuglait. Il lutta pour garder la tête hors de l'eau. « Maverick !» hurla-t-il, mais sa voix se perdit dans le tonnerre. Un instant plus tard, il aperçut une masse sombre dérivant 20 mètres plus loin. C'était lui. Le berger luttait, mais ses forces l'abandonnaient. Mason puisa dans tout ce qui lui restait d'énergie. Ses bras coupaient l'eau avec une rage désespérée. L'ancien soldat refaisait surface, celui qui ne laissait personne derrière. « Tiens bon, vieux frère, j'arrive !» Il atteignit Maverick juste au moment où le courant les entraînait dans un virage serré. Il saisit le chien par le collier et le tira contre lui, sentant la lourdeur du pelage gorgé d'eau. Ils dérivèrent ensemble, heurtant un rocher. Mason sentit ses côtes protester. Son pied trouva un appui, une branche submergée. Il s'en servit comme levier et d'un effort surhumain parvint à pousser Maverick vers la berge. 1, 2, 3 tentatives. À la 4e, le chien s'échoua enfin sur la rive boueuse. Mason le suivit, rampant, haletant, jusqu'à poser sa main sur son flanc. « Je t'ai eu... Tu m'entends ? Je t'ai eu... » souffla-t-il, essoufflé. Mais Maverick ne bougeait plus. Son souffle était court, saccadé. Mason tenta de le faire tenir debout, mais ses pattes cédèrent aussitôt. Alors il le prit dans ses bras, ignorant la douleur dans son épaule, et gravit lentement la pente boueuse. Chaque pas était un combat. Ses bottes glissaient, ses jambes tremblaient, mais il refusait de lâcher. Lorsqu'il atteignit enfin la route, une camionnette surgit, phares allumés, les pneus crissèrent dans l'eau. Brett Anderson en descendit, trempé jusqu'aux os. « Montez !» cria-t-il en ouvrant la portière. Mason, trop épuisé pour discuter, grimpa avec Maverick toujours serré contre lui. « Harper a appelé le refuge !» expliqua Brett en redémarrant à toute vitesse. « Docteur Langley m'a envoyé chercher. » Il jeta un coup d'œil vers le chien, haletant sur les genoux de Mason. « Il respire encore ?» Mason hocha la tête, incapable de parler. «
À la clinique vétérinaire, vite, finit-il par murmurer. Brett conduisit comme un possédé, dérapant dans les virages, franchissant les intersections sans s'arrêter. Il a un cancer, dit Mason entre deux respirations, la voix brisée. Et maintenant, ça, il s'interrompit. Brett jeta un regard bref vers lui. Ma mère est morte d'un cancer, dit-il simplement. Ce n'est jamais juste. Le silence retomba, seulement brisé par le grondement du moteur et la pluie contre les vitres. La clinique apparut enfin. Dr Patterson les attendait déjà, alerté par Harper. Elle ouvrit la porte dès qu'ils s'arrêtèrent. « Vite, amenez-le à l'intérieur !» Mason porta Maverick jusqu'à la table d'examen. Le chien respirait difficilement, les yeux mi-clos. La vétérinaire brancha immédiatement une perfusion, prit son stéthoscope. Hypothermie, rythme cardiaque faible, il faut agir vite. Mason pose sa main sur le poil trempé de son compagnon. « Tiens bon, soldat, c'est pas ton heure. » Maverick ouvrit faiblement les yeux, cherchant le visage de son maître. Mason sentit les larmes lui monter. C'était ce même regard qu'il avait vu en Afghanistan quand Maverick avait pris les éclats de grenade à sa place. Ce regard disait « Je suis là, jusqu'au bout ». Mason, murmura Dr Patterson après quelques minutes, il est très faible. Le stress a aggravé son état, ses organes lâchent. Mason sentit le monde vaciller autour de lui. Combien de temps ? Demanda-t-il d'une voix blanche. Quelques heures, peut-être ? Il hocha la tête lentement, puis murmura « Harper doit venir lui dire au revoir ». Brett, toujours debout près de la porte, prit une décision sans réfléchir. « Je vais la chercher, dites-moi où ». Mason leva les yeux vers lui. L'expression dans ceux de Brett avait changé. Ce n'était plus celle d'un fils gâté, ni d'un gamin arrogant. C'était celle d'un homme qui avait enfin compris ce que signifiait faire ce qui est juste. La maison, avec Madame Whitman. Brett hocha la tête et sortit sous la pluie. Mason resta seul avec Maverick. Dr Patterson, respectueuse, s'éclipsa pour leur laisser un moment. Mason s'agenouilla au niveau de la table, posa son front contre celui du chien. « Tu m'as jamais abandonné » murmura-t-il. « Pas une fois, pas même quand moi j'en avais envie. » La gorge nouée, il caressa le museau de son ami. « Je sais pas comment continuer sans toi, mon vieux. » Maverick, dans un dernier effort, leva la tête et posa son museau contre la joue de Mason, comme il le faisait pour le ramener à la réalité pendant ses cauchemars. Ce geste simple, ce contact, fut plus puissant qu'un millier de mots. Mason ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. La pluie s'était calmée, mais l'air demeurait saturé d'humidité et d'électricité. Harper courait à perdre haleine sur la route boueuse, suivi de près par Madame Whitman et Brett Anderson. Ses petites baskets s'enfonçaient dans les flaques. Ses cheveux roux collés à son visage, son regard fixé sur une seule chose, la lumière vacillante de la clinique vétérinaire. Elle franchit la porte en la poussant de toutes ses forces. « Papa !» cria-t-elle. Mason leva la tête, les yeux rouges, toujours agenouillé près de Maverick. « Il est là, ma chérie, viens doucement. » Harper s'approcha, les jambes tremblantes. Sur la table, Maverick semblait dormir, mais son souffle était si léger qu'on aurait pu croire qu'il avait déjà quitté ce monde. Elle posa sa main sur sa tête. « Je suis là, mon grand. Tu peux te reposer maintenant. » Sa voix tremblait, mais elle restait d'une douceur déchirante. Mason la regardait, incapable de parler. Harper tourna les yeux vers lui. « Il attendait que je vienne, papa. Il voulait pas partir sans me dire au revoir. » Dr Patterson, debout à quelques mètres, observait en silence. Même après 20 ans de métier, elle n'avait jamais réussi à s'endurcir face à ces moments-là. Harper posa sa main sur la patte de Maverick. « Tu sais, j'ai continué les dessins. Mais j'en ferai plus avec toi dedans, parce que maintenant, tu seras dans les autres, tu seras dans tous ceux que je dessinerai. » Le chien émit un faible gémissement, comme un souffle de gratitude. Mason sentit un serrement dans la poitrine. Il posa une main sur celle de sa fille. « Il t'a entendu, Harper ?» Elle hocha la tête, puis se pencha pour embrasser le museau du chien. « Merci d'avoir veillé sur nous, Maverick. Maintenant, c'est à nous de veiller sur toi. » La vétérinaire s'approcha doucement. « Il est prêt, Mason. » Il acquiesça lentement. « D'accord. » Harper serra plus fort la patte du chien. « Je resterai avec lui, jusqu'à la fin. » Mason la regarda, fier et brisé à la fois. Dr Patterson prépara la seringue. « Vous pouvez lui parler. Il entend vos voix jusqu'au bout. » Mason se pencha, son front contre celui du chien. « Mission accomplie, vieux frère. »« Tu peux rentrer à la maison ?» Harper ferma les yeux, les larmes coulant librement. La vétérinaire injecta lentement le produit. En quelques secondes, la respiration de Maverick se fit plus lente, puis cessa.
Le silence qui suivit était absolu. Pas même la pluie n'osait troubler ce moment. Harper posa sa tête sur le flanc du chien, comme pour écouter un dernier battement. Mason resta figé, incapable de respirer. Puis il sentit la petite main de sa fille glisser dans la sienne. « Papa, il n'est pas parti. Il est juste allé là où il n'a plus mal. » Il hocha la tête, incapable de répondre. Madame Whitman s'approcha, silencieuse, et posa sa main sur l'épaule de Mason. « Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de héros mourir, Mason. Mais aucun avec autant de dignité que ce chien. Il a accompli sa mission. À toi maintenant de trouver la tienne. » Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Le lendemain, la nouvelle de la mort de Maverick se répandit dans toute la ville. Les enfants d'Oak Ridge déposèrent des fleurs et des dessins devant la grille de la maison des Walker. Les vétérans locaux vinrent saluer sa mémoire. Même les journaux locaux publièrent un article. Maverick, le chien soldat d'Oak Ridge, tire sa révérence. Pendant ce temps, Brett restait au refuge, incapable de trouver le sommeil. Il repensait à tout, à son geste stupide, à la colère de Mason, à ce qu'il venait de voir dans cette clinique. Un homme et son chien, la loyauté pure, l'amour sans condition. Ce soir-là, il décida de reprendre le projet de sa mère. Il n'en parle à personne, pas encore, mais il savait que c'était sa façon de réparer. Quelques jours plus tard, il se présenta chez Mason, nerveux. Harper jouait dans le jardin, les mains pleines de terre, plantant un petit rosier à côté d'une pierre sur laquelle elle avait écrit au feutre « Maverick, notre héros pour toujours ». Mason, sur le porche, leva les yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Brett ?» Le jeune homme inspira profondément. « Je suis venu m'excuser. Pas avec des mots, cette fois, avec des actes. » Il sortit une enveloppe de sa poche. C'est un dossier que j'ai retrouvé au refuge. C'était le projet de ma mère. Elle voulait créer un programme de réhabilitation pour vétérans et chiens de refuge. Mon père l'a enterré. Je veux le relancer. Avec toi. Mason resta un moment silencieux, le regard fixé sur l'enveloppe. Il finit par la prendre, lentement. Pourquoi moi ? Parce que vous savez ce que c'est que de survivre. Et parce que vous aviez raison ce jour-là. J'avais besoin d'apprendre ce qu'était la compassion. Maintenant, je veux la transmettre. Mason lut quelques pages. Les plans, les budgets, les notes manuscrites de Catherine Anderson. Tout y était. Il leva les yeux. « Si tu veux faire ça sérieusement, tu vas devoir affronter ton père. » Brett hocha la tête. « Je sais, et il ne va pas aimer ça. » Richard Anderson, justement, ne tarda pas à apprendre la nouvelle. En apprenant que son fils collaborait avec Mason Walker, il entra dans une colère noire. « Tu veux saboter notre projet familial pour un vagabond traumatisé et ses chiens ?» hurla-t-il. Brett resta calme. Ce n'est pas un vagabond, et ces chiens sauvent des vies. Ces chiens ne rapportent rien, répliqua Richard. Tout ce que ta mère faisait, c'était de la charité déguisée. Et regarde où ça l'a mené. Tu veux finir comme elle, à donner tout ce que tu as pour des causes perdues ? Brett le fixa, glacé. Ma mère est morte en étant aimée, respectée. Toi, tu vis en étant craint et méprisé. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Richard serre les poings. Si tu fais ça, tu n'auras plus un cent de mon argent. Brett hocha lentement la tête. « Alors je ferai 100. » Il tourna les talons et sortit, laissant derrière lui le bruit sourd d'un monde ancien qui s'effondrait. Dans les jours qui suivirent, Mason et Brett commencèrent à travailler sur le projet. Le terrain de Mason offrait l'espace idéal pour bâtir le centre de thérapie. Harper proposa le nom « Camp Maverick », un lieu où les vétérans et les chiens brisés pourraient se reconstruire ensemble. Mais le combat ne faisait que commencer. Richard Anderson n'avait pas dit son dernier mot, et dans l'ombre, il préparait une riposte juridique pour récupérer le terrain de Mason qu'il convoitait depuis des années. Une nuit, Mason reçut une lettre officielle. Avis d'expropriation pour utilité publique. Projet de développement Oak Ridge Springs Resort. Il la lut à la lumière tremblante de la lampe du salon, les mâchoires serrées. Le nom en bas du document fit monter la rage. Signé Richard Anderson, président du conseil municipal. Harper entre dans la pièce, frottant ses yeux. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Mason froissa la lettre dans sa main. « Rien, ma chérie. Rien que je ne puisse gérer. » Mais dans son regard, Harper vit la même lueur qu'elle avait vue chez Maverick avant une mission, celle d'un guerrier qui refuse d'abandonner. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail et de résistance silencieuse. Mason et Brett, épaulés par Dr Langley et quelques vétérans locaux, commencèrent à rénover les vieux hangars sur le terrain Walker. Harper dessinait les plans d'aménagement sur le sol du garage à la craie colorée. Les enclos, la salle de repos, les cabanes pour les chiens. Chaque détail portait un peu de Maverick en filigrane.
Sur la façade, un panneau de bois sculpté par Mason prit forme. Camp Maverick, là où les cicatrices deviennent des histoires. Le projet attira vite l'attention. Les journaux locaux parlèrent d'un refuge d'un nouveau genre, alliant thérapie animale et réinsertion pour vétérans. Des dons commencèrent à arriver. Certains habitants proposaient à même leur aide bénévole. Pour la première fois depuis des années, Mason sentait naître quelque chose de plus fort que la douleur, l'espoir. Mais tout cela rendait Richard Anderson furieux. Plus le projet prenait de l'ampleur, plus son plan d'expropriation perdait de crédibilité. Il commença à faire pression sur le conseil municipal, à répandre des rumeurs, à manipuler les médias locaux. « Walker est instable », disait-il à qui voulait l'entendre. Son passé militaire le rend dangereux. Ce centre n'est su qu'une couverture pour obtenir des subventions. Une nuit, le sabotage frappa. Mason fut réveillé par un grondement sourd. Quand il sortit, le hangar principal brûlait. Les flammes léchirent le ciel, dévorant les matériaux, les outils et les dossiers du projet. Il courut chercher un tuyau, tenta d'éteindre, mais la chaleur était trop forte. Les pompiers mirent plus d'1 heure à maîtriser l'incendie. Le lendemain matin, il ne restait qu'une carcasse calcinée. Brett arriva le premier, le visage livide. « Mon Dieu !» souffla-t-il. Mason, couvert de suie, fixait les cendres. « Tout est perdu ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. Mason secoua la tête. « Non, pas tout. Tant qu'on est debout, rien n'est perdu. » Harper, qui avait observé la scène en silence, serra contre elle le petit carnet de croquis qu'elle gardait toujours avec elle. Elle l'ouvrit et montra un dessin à Brett. Un chien se tenant entre 2 silhouettes humaines, comme un pont entre leurs ombres. « C'est Maverick, dit-elle. Il dit qu'on doit recommencer. Plus fort. » Brett sentit ses yeux brûler. « Alors on recommencera, répondit-il. Et cette fois, plus personne ne nous arrêtera. » Mais la police locale, sous pression politique, déclara l'incendie accidentel. Aucune enquête sérieuse ne fut menée. Dr Langley, furieuse, alla jusqu'à confronter le chef des pompiers. « Un accident ?» répéta-t-elle, le système électrique n'était même pas branché. Mais rien n'y fit. Le pouvoir de Richard Anderson étendait son ombre jusque dans les services municipaux. Malgré tout, la communauté se mobilisa. Les anciens combattants revinrent sur le site, outils en main. Des fermiers offrirent du bois, des matériaux, de la peinture. Une équipe de lycéens vint repeindre les murs. Harper, du haut de ses 10 ans, organisa une « journée des chiens héros » pour lever des fonds. L'événement attira des dizaines de familles. Les dons dépassèrent toutes les attentes. Le nom de Maverick devint un symbole de courage et de résilience. Cette réussite fit éclater la colère de Richard. Il décida d'attaquer publiquement. Une semaine plus tard, une réunion exceptionnelle du conseil municipal fut convoquée. La salle était pleine. Mason s'assit au fond, vêtu simplement, pendant que Richard Anderson prenait la parole à la tribune. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il, je comprends les émotions liées à ce soi-disant camp Maverick. Mais nous devons penser à l'avenir d'Oak Ridge. Ce projet amateur est une menace pour notre développement économique. Il attire des gens instables, des vétérans souffrant de traumatismes graves et met potentiellement en danger nos enfants. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Mason se leva lentement. « Vous parlez des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour ce pays? Ceux que vous appelez instables sont ceux qui ont défendu votre confort. » Richard esquissa un sourire froid. « Ne me faites pas de leçons, Walker. Vous êtes un soldat, pas un entrepreneur. Votre place est ailleurs. »« Ma place ?» répondit Mason d'une voix calme mais vibrante, « est là où les gens ont besoin de se reconstruire. Là où un chien mourant m'a appris que la loyauté a plus de valeur que tout l'argent du monde. » Les murmures redoublèrent. Harper, assise à côté de Dr Langley, serrait son carnet contre elle. Richard sentit que la salle basculait. « Vous vous servez de la mort d'un animal pour manipuler l'opinion ?» lança-t-il exaspéré. Un homme se leva au fond, un vétéran, visage marqué par le temps. « Cet animal m'a sauvé la vie, » dit-il d'une voix ferme. « J'étais au bout du rouleau. C'est grâce à Walker et à son chien que j'ai trouvé la force de m'en sortir. » Un autre homme se leva, puis une femme, puis plusieurs. Des dizaines de voix s'élevèrent. Richard Anderson perdit pied. Mason, lui, ne bougea pas. Il savait que la vérité n'avait pas besoin d'être criée. À la sortie, les journalistes encerclèrent le père et le fils. « Monsieur Anderson, que répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous auriez tenté d'exproprier le terrain pour votre projet hôtelier ?» Richard tenta de fuir les caméras. Brett, à ses côtés, prit la parole. « Mon père peut dire ce qu'il veut. Moi, je crois en camp Maverick. Et je continuerai le travail de ma mère, quoi qu'il en coûte. » Ce moment fit la une de tous les journaux régionaux.
Le fils du président du conseil se retourne contre son père pour défendre les vétérans. Ce soir-là, Mason rentra chez lui, épuisé, mais apaisé. Harper l'attendait sur le porche, une lampe allumée à côté d'elle. « Tu sais, papa, Maverick aurait été fier. » Il s'assit près d'elle. « Peut-être, mais c'est toi qui m'as appris à me battre pour ce qui compte. » Elle sourit. « C'est lui qui me l'a appris. Moi, je fais que te le rappeler. » Un vent chaud soufflait sur la vallée. Les collines d'Oak Ridge semblaient paisibles à nouveau. Mais dans l'ombre, Richard Anderson préparait son dernier coup. Il n'allait pas perdre sans se battre. Quelques jours plus tard, Mason trouva son portail forcé. Sur le sol, une enveloppe plastique contenant des photos, lui, Harper, Brett et plusieurs vétérans lors d'une réunion au camp Maverick. Et un mot, « Tu crois pouvoir m'humilier ? Voyons combien de temps tu tiendras quand tout ce que tu aimes sera en danger. » Mason resta un long moment debout, les doigts serrés sur la lettre, le regard noir. Ce n'était plus seulement une bataille juridique, c'était une guerre. Et cette fois, il n'était plus question de survie, mais de protéger ceux qu'il aimait. La nuit suivante, Oak Ridge sembla retenir son souffle. Mason avait vérifié chaque verrou, chaque fenêtre. Harper dormait paisiblement, un carnet de dessins serré contre elle. Dans le silence, il croyait presque entendre la respiration de Maverick sous la fenêtre, comme avant. Mais ce n'était qu'un souvenir. Vers 3 heures du matin, le craquement d'une branche le fit sursauter. Il attrapa son arme, l'adrénaline jaillissant instantanément. Un bruissement dehors, puis des pas précipités. Mason bondit dans le couloir. La porte d'Harper était ouverte, le lit vide. « Harper !» cria-t-il, la voix déformée par la panique. La fenêtre était entr'ouverte. Dehors, des traces de pneus fraîchement imprimées dans la boue s'enfonçaient vers la route. Mason courut jusqu'à sa voiture sans réfléchir. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Cette fois, il n'était pas question de patience ni de stratégie. Il allait la retrouver coûte que coûte. Quelques kilomètres plus loin, il aperçut des feux arrière disparaissant au détour de la vieille route menant à la carrière abandonnée. Il accéléra, serrant le volant à s'en blanchir les jointures. Chaque fibre de son être redevenait ce qu'il avait été. Un cil, le prédateur éveillé. Quand il atteignit la carrière, la pluie recommença à tomber, lourde, grise, presque menaçante. La vieille grange à demi effondrée, vestige d'un temps révolu, se découpait dans l'obscurité. Il coupa le moteur, descendit et progressa en silence, arme à la main. Des voix, 2 hommes, puis un cri étouffé. Harper Mason s'approcha de la porte entr'ouverte et vit sa fille, ligotée à une chaise, une bande sur la bouche. Devant elle, un homme massif, un des anciens employés de la société Anderson Construction, parlait au téléphone. « Oui, monsieur Anderson, on l'a. Il fera ce que vous demandez, croyez-moi. » Mason sentit une chaleur glaciale monter dans ses veines. Un seul mot franchit ses lèvres. Mauvais choix. Il surgit comme une ombre. Un geste précis, un coup de crosse, un cri étouffé. Le premier homme s'effondra avant même d'avoir compris. Le second sortit son arme, mais Mason était déjà sur lui. Une lutte brève, brutale. L'homme tomba contre un pilier, assommé. Mason coupa les liens de sa fille, retira le ruban de sa bouche. Harper éclata en sanglots et s'accrocha à lui. « Papa, j'ai eu peur. Ils dit qu'ils allaient être obligés à vendre. Chut, c'est fini, ma chérie, je suis là. » Il la souleva dans ses bras et sortit sous la pluie, la serrant contre lui. À cet instant, il sut qu'il ne pourrait plus jamais fuir les ombres de son passé. Elles venèrent de le rattraper. De retour chez lui, la police arriva, alertée par Dr Langley. Brett fut le premier sur place, trempé, les traits étirés. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il blêmit. « Mon père, il ne peut pas ?» Mason le fixa, les yeux brûlants. « Il vient d'envoyer des hommes kidnapper une enfant. Tu crois encore qu'il ne peut pas ?» Cette fois, Brett ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête. « Je vais le confronter. Pas demain, pas plus tard, maintenant ?» Mason pose une main sur son épaule. « Tu sais que c'est dangereux. Il ne laissera personne le détruire. » Brett le regarda droit dans les yeux. « Il a détruit assez de gens. Ma mère, toi, Harper et même moi. Ça s'arrête ici. » Le lendemain matin, Oak Ridge s'éveilla sous un ciel chargé. Brett entra dans la demeure familiale sans frapper. Richard l'attendait, assis dans son bureau, un verre à la main. « Tu as perdu la tête ?» commença-t-il. « Les journaux parlent d'une prétendue tentative d'enlèvement. Tu crois vraiment que je... » « Inutile de nier, » coupa Brett. Il jeta un dossier sur le bureau, les relevés d'appel, les transactions, les paiements aux employés de chantier liés à la société. « Je sais tout, et je sais aussi comment maman est morte. » Le visage de Richard se figea. Brett continua, la voix tremblante mais ferme. « Elle t'a découvert en train de détourner les fonds du refuge et du programme pour vétérans. Elle voulait tout révéler. Tu l'as fait passer pour instable.
Et quand elle a menacé d'aller à la presse, elle est tombée du balcon. Un silence mortel s'installa. Richard posa lentement son verre. « Tu n'as aucune preuve ?»« Pas encore, » répliqua Brett. « Mais je vais en trouver. Et je ne serai pas seul. » Richard se leva, l'œil froid. « Si tu crois pouvoir me détruire avec des souvenirs et des rumeurs, tu te trompes, fils. Tu n'es rien sans moi. Tu n'as ni argent, ni pouvoir, ni... »« J'ai quelque chose que tu n'auras jamais, » coupa Brett. « Le respect. » Il tourna les talons et quitta la pièce. Richard resta immobile, le regard perdu dans le vide. Pour la première fois, un doute l'effleura. Pendant ce temps, Mason préparait Harper à retourner à l'école. Il voulait qu'elle retrouve une vie normale, même si lui savait que rien ne le serait plus. Madame Whitman était restée pour veiller sur eux. « Tu devrais te reposer, dit-elle doucement. Ton corps est ici, mais ton esprit est encore sur le champ de bataille. » Mason hocha la tête. « Peut-être, mais cette fois, ce n'est pas pour moi que je me bats, c'est pour elle. » Quelques heures plus tard, Brett revint chez Mason, les yeux cernés mais déterminés. « Il va contre-attaquer, dit-il. Il a des contacts dans la justice. Il va lancer une enquête contre toi, prétendre que tu as monté la mise en scène de l'enlèvement pour obtenir la sympathie du public. » Mason soupira. « Alors on va l'affronter à la lumière. » Docteur Langley arriva à ce moment-là, portant une grande boîte. « Ce n'est pas seulement votre parole contre la sienne, Mason. C'est la vérité contre le mensonge. Et parfois, ça suffit. » Elle posa la boîte sur la table. À l'intérieur, des dossiers jaunis, retrouvés dans les archives du refuge, des lettres signées de la main de Catherine Anderson, des preuves qu'elle avait dénoncé les fraudes avant sa mort. Brett lut les lettres en silence, les mains tremblantes. Elle savait tout. Elle a seule à essayer d'arrêter ça. Et il l'a fait taire. Mason pose une main sur son épaule. Alors faisons en sorte qu'elle soit enfin entendue. Ce soir-là, Mason, Brett et Dr Langley tinrent une conférence de presse improvisée devant le camp Maverick en reconstruction. Des vétérans, des habitants, des journalistes étaient là. Mason prit la parole. Ce centre n'est pas seulement un lieu de guérison. C'est un symbole, un rappel que les blessures ne définissent pas la valeur d'un être humain et que la loyauté, la compassion et la vérité sont plus fortes que la peur. Puis Brett s'avança, les lettres de sa mère à la main. Ces documents prouvent que mon père a détourné des fonds destinés aux vétérans et aux refuges. Il a bâti son empire sur la trahison. Mais aujourd'hui, Oak Ridge peut choisir un autre héritage, celui de la justice. Les caméras crépitèrent. Dans son bureau, Richard Anderson regardait la retransmission en direct. Son visage était une tempête silencieuse. « Tu crois que tu peux me vaincre avec des mots, Brett ?» murmura-t-il. Puis il se leva, lentement. « Très bien. Si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont la voir. » Le soleil se leva sur Oak Ridge dans une lumière presque irréelle, dorée et immobile, comme si la ville retenait son souffle avant un verdict. Depuis la conférence de presse, tout le monde parlait du scandale Anderson. Les médias régionaux affluaient, les habitants prenaient du parti. Certains soutenaient encore Richard, le voyant comme un bâtisseur visionnaire, d'autres voyaient enfin en lui ce qu'il était vraiment. Mason, lui, restait calme. Il avait connu trop de batailles pour se laisser griser par la colère. Ce matin-là, il se rendit au camp Maverick. Le vent chaud portait l'odeur du bois fraîchement scié et de la terre humide. Brett l'attendait déjà, les yeux cernés, mais déterminés. « La presse veut une réaction de ta part, » dit-il. Mason secoua la tête. « Laissons les faits parler. » Mais la journée allait prendre une tournure bien plus sombre. Vers midi, une voiture noire s'arrêta à l'entrée du camp. Les vétérans présents s'arrêtèrent de travailler. Richard Anderson en descendit, vêtu d'un costume clair, des lunettes de soleil sur le nez. Il s'avança lentement, un sourire glacial aux lèvres. Derrière lui, 2 gardes du corps. « Je dois reconnaître Walker, lança-t-il. Vous avez un vrai talent pour la mise en scène. Presse, vétéran, petit discours sur la loyauté, très patriotique. Dommage que tout cela repose sur des mensonges. » Mason resta immobile, les mains croisées dans le dos. « Vous êtes venu ici pourquoi exactement ? Pour vous offrir une dernière chance ?» répondit Richard. « Vous retirez vos accusations, vous fermez ce camp, et je laisse tomber la procédure d'expropriation. Vous pourrez garder votre maison. Sinon... » Il s'interrompit, sortant un dossier. « J'ai ici un rapport signé par un psychiatre militaire. Il parle d'épisodes violents, d'hallucinations, de stress post-traumatique aigu. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que légalement, vous êtes instable, et donc inapte à garder la garde de votre fille. » Le silence tomba brutalement. Brett fit un pas en avant furieux. « Tu n'oserais pas ?
Oh mais si, répondit Richard, un sourire au coin des lèvres. C'est le seul moyen de vous neutraliser, vous, votre petite croisade sentimentale et ce refuge ridicule. Harper, qui dessinait près du portail, entendit la conversation. Ses mains se mirent à trembler. Mason sentit son sang bouillir, mais sa voix resta posée. « Vous avez perdu, Anderson. Vous le savez, sinon vous ne seriez pas ici. » Richard rit. « Perdu ? Non, mon cher. Vous êtes un soldat sans guerre, moi je suis la guerre. » Le mot claqua comme une gifle. Mason s'approcha lentement, son regard planté dans le sien. « Vous ne savez rien de la guerre. Vous n'avez jamais vu un homme mourir pour un autre, jamais vu un chien prendre une balle pour son maître. Vous ne connaissez ni la loyauté, ni le courage, vous ne connaissez que la peur, et c'est elle qui vous ronge, Richard. Parce qu'au fond, vous savez que votre fils est devenu un homme meilleur que vous. » Le visage de Richard se crispa. « Mon fils est faible. »« Non, » répondit Mason calmement. « Il est libre. » Brett fit un pas en avant. « Tu m'as appris à obéir, pas à penser. Tu m'as appris à mentir, pas à vivre. Maman m'a appris l'inverse. Et aujourd'hui, c'est à elle que je choisis de ressembler. » Un instant, tout sembla suspendu. Richard recula d'un pas. Le masque tomba. Ce n'était plus l'homme puissant et froid qu'Oakridge connaissait, mais un vieil homme rongé par la peur de perdre son empire. Il se tourna lentement vers Mason. « Vous pensez vraiment pouvoir me détruire ?»« Non, » répondit Mason, « vous l'avez déjà fait tout seul. » Le visage de Richard se déforma. Il sortit une arme de sa veste. Les vétérans se figèrent. Brett leva les mains. « Papa, arrête !» cria-t-il. « Tu vas tout perdre ?» Mais Richard, tremblant, pointait Mason. « Tu m'as tout pris, Walker. Mon fils, mon nom, ma ville. » Mason, étrangement calme, fit un pas. « Vous vous trompez. C'est votre cupidité qui vous les a pris. Moi, je n'ai fait que vous tendre un miroir. » Richard hésita, son doigt tremblant sur la gâchette. Harper, à une dizaine de mètres, observait la scène terrifié. Mason vit son reflet dans les yeux de la fillette et comprit ce qu'il devait faire. Il leva lentement les bras et avança encore. « Tirez, si vous voulez. Je ne me cacherai pas. Mais sachez une chose, même si vous me tuez, tout Oakridge connaît déjà la vérité. Et cette fois, personne ne vous croira. » Le tonnerre gronda au loin. Le doigt de Richard bougea légèrement. Puis l'arme glissa de sa main et tomba dans la boue. Le vieil homme chancela, le souffle court. Ses gardes du corps échangèrent un regard incertain. L'un d'eux s'avança et ramassa calmement le pistolet. « Monsieur Anderson, je crois qu'il est temps pour vous de partir. » Richard tituba jusqu'à la voiture, sans un mot. Le silence qui suivit fut presque irréel. Puis Brett s'effondra sur un banc, les mains tremblantes. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Mason pose une main sur son épaule. Les hommes comme lui ne supportent pas la lumière. Quand elle arrive, ils se consument. Dans les jours qui suivirent, la chute de Richard Anderson fut aussi rapide que brutale. Les lettres de Catherine et les preuves de détournement furent transmises à la presse et au procureur. Une enquête officielle s'ouvrit. Le conseil municipal le força à démissionner. Ses biens furent saisis et son empire s'effondra comme un château de cartes. Mais pour Mason et Harper, la vraie victoire n'était pas dans les journaux. C'était dans le calme retrouvé de leur soirée, quand ils pouvaient y s'asseoir sur le porche, regarder le soleil descendre derrière les montagnes et sentir que la guerre, enfin, était terminée. Un soir, Harper vint s'asseoir à côté de son père, un dessin à la main. « C'est pour toi, dit-elle. » Mason prit la feuille. On y voyait Maverick, couché dans un champ, entouré de chiens et d'humains sous un ciel clair. En bas, en lettres d'enfant, « Mission accomplie. »« Tu peux rentrer, soldat ?» Mason sentit ses yeux se troubler. Il pose une main sur la tête de sa fille. « Tu sais, je crois qu'il n'est jamais vraiment parti. Il veille encore sur nous. » Harper sourit. « Oui, et maintenant il veille aussi sur le camp. » Le vent souffla doucement, soulevant la poussière dorée du crépuscule. Mason leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, vieux frère. » Mais dans cette paix nouvelle, une dernière épreuve attendait encore le camp Maverick. Une tempête d'un autre genre, celle du souvenir et du pardon. 6 mois passèrent. Oakridge semblait enfin respirer à nouveau. Le vent chaud d'Arizona ramenait avec lui l'odeur de la poussière et du bois neuf, celle d'un lieu en reconstruction. Le camp Maverick avait repris vie. Là où les flammes avaient tout dévoré, on entendait désormais des rires, des aboiements et des voix pleines d'espoir. Les vétérans travaillaient côte à côte avec les bénévoles, repeignant les murs, installant des clôtures et bâtissant ce que Mason appelait désormais la deuxième chance de tous. Brett, débarrassé de l'ombre de son père, s'impliquait corps et âme.
Il avait vendu le peu qui lui restait de la société familiale pour financer la nouvelle aile du camp. Un centre de thérapie et d'entraînement pour chiens d'assistance. Chaque matin, il arrivait avant l'aube, un café à la main, et aidait Mason à dresser les chiens rescapés. On aurait dit qu'il essayait de racheter chaque minute perdue dans son ancienne vie. Dr Langley avait pris la direction médicale du centre. Madame Whitman, malgré son âge, venait chaque jour donner des conseils, raconter des histoires, ou simplement observer les entraînements avec un sourire apaisé. Harper, elle, avait trouvé sa vocation. Elle dessinait les chiens du refuge et leurs nouveaux maîtres, transformant ses portraits en un grand mur de fresques qu'elle appelait les gardiens invisibles. La cérémonie d'inauguration officielle fut fixée au 14 mai, la date exacte où Maverick était arrivé chez les Walker des années plus tôt. Mason y vit un signe. Ce matin-là, le ciel était clair, sans un nuage. Les habitants affluaient, curieux, émus. Des drapeaux flottaient doucement au vent. Sur la grande arche en bois, le nom Camp Maverick brillait en lettres gravées à la main. Une banderole en dessous disait « Pour ceux qui se battent encore, même quand la guerre est finie ». Harper, vêtue d'une robe blanche et d'un petit chapeau de paille, tenait un bouquet de tournesol. Elle ne tenait pas en place. « Tu crois qu'il va venir ?» demanda-t-elle. Mason sourit. « Si tu parles de Maverick, je pense qu'il est déjà là. » Brett arriva, un dossier sous le bras. « Prêt pour ton discours, Walker ?» Mason leva les yeux au ciel. « Je n'ai jamais aimé les discours. »« Ça tombe bien, » répondit Brett, amusé. « Celui-ci, tu vas le dire avec le cœur ?» La cérémonie commença. Dr Langley prit la parole en premier, racontant l'histoire du projet, la résilience de la communauté et la mémoire de Catherine Anderson. Puis, elle invita Mason à s'avancer. Il monta sur l'estrade, les mains jointes, un peu mal à l'aise. Le silence se fit. Il regarda la foule, des vétérans, des familles, des enfants, des chiens, et il parla simplement. « Pendant des années, j'ai cru que le courage, c'était de survivre. Aujourd'hui, je sais que le vrai courage, c'est de guérir. De continuer à aimer malgré la peur, de tendre la main même quand tout semble perdu. Ce camp n'est pas seulement en mémoire de Maverick, il est pour tous ceux qui ont connu la douleur et ont choisi, malgré tout, de rester debout. » Il s'interrompit, le regard perdu un instant dans le ciel. « Maverick m'a appris qu'on ne se bat pas seulement sur les champs de guerre. Parfois, la plus grande bataille, c'est celle qu'on mène ici, dit-il en posant la main sur sa poitrine. Et celle-là, personne ne peut la gagner seul. » La foule resta silencieuse, émue. Harper s'avança alors, portant un petit collier en cuir usé. Elle le tendit à son père. « C'est celui de Maverick, » dit-elle d'une voix claire. « Il doit rester ici. » Mason prit le collier, les yeux embués, et le plaça sur une stèle en pierre, juste sous la banderole, gravée dessus, toujours fidèle. Les vétérans présents se mirent au garde-à-vous. Le silence devint solennel. Puis lentement, un chien aboya. Un autre répondit. Et bientôt, tout le camp résonna d'une symphonie d'aboiements comme une salve d'honneur. Harper leva les yeux ému. « Tu vois, papa, il est là. Il dit qu'il est fier. » Après la cérémonie, le soleil commença à descendre derrière les collines. Brett s'approcha de Mason, un air plus grave sur le visage. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon père a été arrêté ce matin. Les preuves étaient accablantes. Détournement de fonds, corruption, intimidation. Il a tout perdu. » Mason hocha la tête lentement. « Ce n'est pas une victoire, Brett. C'est juste la fin d'un mensonge. » Brett resta silencieux. « Je sais, mais j'avais besoin de te remercier. Sans toi, j'aurais fini comme lui. » Mason pose une main sur son épaule. « Tu as fait ton propre choix. C'est ça, la rédemption. » Harper, qui les observait de loin, s'approcha avec un grand sourire. « Vous deux, vous avez l'air trop sérieux. Venez, on fait une photo devant le panneau. » Elle les attrapa par la main et les entraîna vers l'arche. Un photographe local les attendait. « Un peu plus près, dit-il. « Parfait, comme ça. » Le flash claqua. À cet instant, Mason sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'une autre. Plus tard, alors que le camp se vidait peu à peu, il resta seul sur la colline, regardant les lumières s'éteindre une à une. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière dorée du sol. Il ferme les yeux, et dans ce silence, il crut entendre un battement de queue, un souffle familier, et cette voix silencieuse qu'il connaissait par cœur. « Mission accomplie, capitaine, je veille. » Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un sourire de façade. C'était celui d'un homme en paix. Au loin, Harper riait avec les enfants du camp, entourés de chiens. Brett rangeait les outils, Dr Langley discutait avec un vétéran, et Mason comprit alors, Maverick avait laissé derrière lui plus qu'un souvenir.
Il avait laissé une famille. L'été s'achevait sur Oak Ridge. Le soleil, bas sur l'horizon, teignait les montagnes de cuivre et d'or. Les cigales chantaient, la poussière flottait dans l'air chaud, et le camp Maverick vivait désormais au rythme tranquille des journées de soins et de guérison. Chaque matin, les vétérans s'entraînaient avec leurs chiens. Chaque après-midi, Harper dessinait sous le grand chêne. Et chaque soir, Mason s'asseyait sur le porche, observant la lumière décliner. Ce soir-là, un vent plus frais descendait des collines. Harper sortit avec 2 tasses de chocolat chaud et vint s'asseoir à côté de son père. « Tu sais, papa, j'ai rêvé de Maverick encore cette nuit. » Mason sourit. « Ah oui ? Qu'est-ce qu'il faisait cette fois ?» Elle prit une gorgée, réfléchissant. « Il courait. Pas comme avant, quand il avait mal. Il courait vite dans un grand champ. Et il y avait plein d'autres chiens autour de lui. Certains que je ne connaissais pas, d'autres du camp. Il s'arrêtait parfois, me regardait et repartait. » Mason fixe l'horizon, un léger sourire aux lèvres. « Peut-être qu'il nous montre que tout va bien, là où il est. » Harper posa sa tête contre son épaule. « Tu crois qu'on le reverra ?» Il prit une longue inspiration, laissant le silence répondre avant lui. « Je crois qu'on ne l'a jamais vraiment perdu. Tu sais, parfois, la loyauté ne s'arrête pas quand la vie s'arrête. Elle change juste de forme. » Elle hocha la tête, émue. « Alors il est encore là, dans le vent ?»« Oui, dans le vent, dans les rires, dans tout ce qu'il a réparé en nous. » Un aboiement résonna soudain dans la vallée. Un des nouveaux chiens, entraîné par un vétéran du camp. Harper leva les yeux vers le ciel, un sourire radieux éclairant son visage. Il nous dit bonsoir. Le temps sembla s'étirer. Les grillons reprirent leur chant. Les lumières du camp s'allumèrent une à une. Brett passa au loin, saluant Mason d'un signe de tête avant de rentrer au bureau. Sur la colline, la stèle de Maverick brillait doucement sous la lueur du crépuscule. On avait gravé dessous une phrase choisie par Harper. « Certains héros ne portent pas d'uniforme. Ils ont 4 pattes et un cœur qui ne trahit jamais. » Mason se leva lentement et descendit les marches du porche. Le vent souffla un peu plus fort, caressant les hautes herbes. Il ferma les yeux et dans cette brise tiède, il crut entendre le bruit léger d'une course familière, le battement de pattes sur le sol, le souffle d'un chien heureux. Il rouvrit les yeux. Sur la colline, baigné dans la lumière du soir, il lui sembla voir une silhouette, un grand berger allemand, debout, observant le camp, juste un instant avant que le vent ne le dissolve dans la poussière dorée. Mason ne bougea pas. Il savait. « À bientôt, mon frère », murmura-t-il. Harper arriva en courant derrière lui. « Papa ? Rien, ma chérie, juste le vent. » Elle prit sa main. Alors on lui dit « Bonne nuit ensemble ?» Il serra ses doigts. Ensemble. Toujours. Ils restèrent là, immobiles, à regarder le soleil disparaître derrière les collines. Le ciel se teinta de rose, puis d'un bleu profond. Dans la lumière mourante, le camp Maverick scintillait doucement, comme un phare dans le désert, un refuge pour les âmes blessées, un sanctuaire né de la douleur, bâti sur la loyauté et l'amour. Et quand la nuit tomba, on aurait juré entendre, porté par le vent, un léger battement de queue et une voix tranquille, familière, presque rieuse, murmurer « Mission accomplie, rentre à la maison, capitaine ».